téléspectateurs. Alors, on va commencer par les Yaoundéens. Vous êtes Yaoundéens, comme on le dit souvent, les habitants de Yaoundé. Un peu moins de poubelles ces derniers temps. Il se dit que Isaac Ama a reçu un peu de moyens pour le faire. Est-ce que c'est la solution finale? Une solution conjoncturelle n'est évidemment pas une solution durable. Ce dont il est question, c'est de concevoir un système de gestion des ordures qui soit permanent et un système donc qui implique toutes les parties prenantes de la ville, à commencer par les habitants eux-mêmes, parce qu'évidemment les habitants sont parmi les producteurs de tous ces déchets, à continuer par les collectivités territoriales décentralisées, en impliquant aussi les producteurs économiques et puis évidemment l'État central et les opérateurs économiques qui vont donc se charger de mettre en place cette économie circulaire qui est susceptible de générer un certain niveau d'emploi si elle est bien organisée. Honorable, Yaoundé est un peu propre maintenant. Quelques moyens pour faire parler d'une réaction conjoncturelle qui n'est pas d'accord avec cela. Ce n'est pas une solution durable. Conjoncturelle et ponctuelle. Et ponctuelle. Oui. On ne va pas gérer les affaires de la cité comme ça. Voilà, il faut une solution durable, holistique, c'est-à-dire qui implique effectivement tout le monde. Et ça me rappelle une chanson de Feu Mokongo Président, parce qu'il y a deux dimensions des ordures à Yaoundé. Il y a les ordures ménagères qu'on voit qui sont dans les poubelles. Et Mokongo Président parlait des autres ordures. Quand les ordures quittent les poubelles, elles entrent dans les cœurs. À l'époque, c'est une chanson qui a été très célébrée. Elle vient même d'être reprise par Richard Amougou. Donc, voilà. Lorsqu'on aura fini de nettoyer les poubelles et tout, est-ce qu'on va nettoyer aussi les cœurs, la haine, la méchanceté, la dureté de cœur, le tribalisme, les meurtres? À l'époque, il dénonçait déjà tous ces fléaux en disant que les ordures ont quitté dans les poubelles pour venir dans les rues. Après les rues, les ordures se sont installées dans le mismanagement, c'est également une ordure. Et tout ça est dedans. Oui. C'est-à-dire la mauvaise gouvernance, la gestion sans vision sur l'intérêt général, les détournements, les atteintes à la fortune publique. Toutes ces ordures qui sont dans nos cœurs sont à nettoyer. Et vous voyez que la projection de Mokongo Président était bien plus lointaine que le simple ramassage des ordures ménagères. Maintenant, il faut effectivement éduquer les populations à tout ce qui est collecte, tri et ramassage des ordures ménagères. Et le professeur fait bien de rappeler la dimension économique. Parce que ces ordures apparaissent comme une opportunité économique, effectivement, pour ceux qui veulent investir dans ce secteur. Qu'on ne pas encore saisi. Qu'on ne saisit pas. Imaginez. Chez nous, l'ordure reste encore un déchet. Imaginez Jean-Jacques Zé, si chaque sac de 100 litres pouvait rapporter 100 ou 200 francs, les gens n'iraient plus jeter leurs ordures dans la rue. Ils les garderaient à la maison après les avoir triées. Et l'organisme chargé de collecter viendrait et donnerait à chacun 100 ou 200 francs contre un sac d'ordures, je ne sais pas lesquels, qu'on aurait rassemblé la veille. Et certains quartiers s'organisent même déjà dans ce sens. Parce qu'il y a des jeunes qui s'organisent, ramassent dans les maisons, trient et rangent dans des sacs pour que ces ordures soient transportées vers le point de collecte ou le point de ramassage par ces jeunes qui sont payés par chaque ménage. Je connais un quartier comme celui du Golfe vers le... Chez nous à TKC, c'est 1500 francs par mois. Par mois. On paye un jeune qui passe. Donc, vous voyez qu'il y a là une opportunité de faire en sorte que ce soit d'abord un métier respectable. Et je vous fais remarquer que cette activité a déjà la reconnaissance sociale. C'est-à-dire que c'est la société qui génère cette façon de faire les choses. Donc, il y a une reconnaissance sociale qui peut suggérer de structurer dans la durée un investissement qui peut être à la fois rentable sur le plan économique et financier, mais aussi sur le plan de l'utilité sociale. Donc, moi j'encourage ceux qui ont des idées d'investissement de ne pas négliger la possibilité de s'enrichir en investissant dans le ramassage et le traitement des ordures ménagères dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala. M. Kamdjameni, vous voyagez beaucoup, vous faites le tour de l'Afrique, du monde, vous arrivez dans votre capitale politique, vous trouvez que le sujet le plus partagé, le plus évoqué est une question de ramassage des ordures. Un peu surpris, non, en 2025? C'est en effet scandaleux de voir la situation dans laquelle se trouve non seulement la capitale politique, mais pire encore, la capitale économique. Voilà. Et qui est, à mes yeux, le reflet d'un système de gouvernance qui a absolument dégénéré,
Parce que si on n'est même plus capable de collecter des ordures, c'est qu'on est arrivé à un tel point de défaillance que la logique, ce serait la démission. Mais je dois dire... Que ceux qui sont aux affaires démissionnent? Je pense que dans des pays que j'ai visités, des pays africains, parce que je ne me sers jamais de l'Occident comme point de référence, je me sers des pays africains qui sont similaires à nous, où quand il y a une situation extrêmement difficile, d'une manière générale, quelqu'un emporte les conséquences. Or, ici, on baigne dans l'impunité. C'est-à-dire que tout se passe mal, mais personne ne semble être responsable de rien. Et il y a un jeu de ping-pong entre le ministère ou les différents ministères impliqués, la mairie de la ville, les communes d'arrondissement, on se passe la patate chaude. Exactement. Et ça, c'est absolument inacceptable. Je me réjouis cependant de ces états généraux qui sont projetés. Qui sont annoncés, ou les états généraux annoncés par le ministère de l'Habitat. C'est déjà une chose. Je crois que le mal est profond. Et par moment, on doit essayer de tous travailler pour y apporter effectivement une solution. Vous n'avez pas, vous, une solution? Je pense que se retrouver pour trouver une solution multiforme qui va... C'est le Cameroun a la tradition des états généraux. Hein. Ah, ça, il y en a eu pratiquement dans tous les domaines. Ça c'est tout à fait vrai. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec ces ordures-là, les odeurs que l'on a, je crois que chacun se sent effectivement menacé. Et j'espère que ces états généraux ne seront pas seulement un des nombreux états généraux sans résultat. Alors, quand on parcourt la presse qui traite du dossier relatif aux ordures à Yaoundé, on a quand même l'impression qu'il y a deux camps. Il y a le camp du ministre de développement urbain, il y a le camp du maire de la ville. Il y a une sorte de danse autour des ordures et peut-être l'information, Bléré Onyemec, c'est l'annonce de ces états généraux des ordures. Il faut en arriver là, il faut arriver là. Ben, il y a aussi le camp du député Bengono, qui vient de crasser la voie en invitant les opérateurs économiques à décharger l'État de son travail. Vous lui avez emboîté le pas en disant que c'est 1500 francs dans votre quartier. Dans les quartiers, oui. Voilà. Finalement, on va faire comment? Ah voilà, on y est. C'est-à-dire que vous voyez son intelligence. J'ai toujours apprécié son... Il nous annonce déjà que l'État va vous laisser avec cette affaire. Comme vous avez commencé à bien vous organiser. Bon, de l'autre côté, vous voyez bien que Madame la ministre vient couper l'herbe au pied au maire de ville. C'est le moment des exhibitions. Si nous disons, Madame le ministre de l'Habitat, elle a fait un tour en Côte d'Ivoire dernièrement. Oui. Et elle est revenue. Au Sénégal. Et au Sénégal, il y avait un gros projet des tramways qui devait... La mobilité urbaine. Oui. On en est où? Ben, je ne sais pas, ils vont lui poser la question. Bon, maintenant... Pour le moment, le statu quo. Voilà, les gens remplissent leurs agendas. Maintenant, il faut faire des états généraux pour cette affaire-là. Juste pour remplir les agendas et surtout pour utiliser les budgets. On n'a pas besoin d'états généraux pour gérer une question aussi pragmatique. On n'a pas besoin de ça. On sait ce qu'il faut. Isaac ne s'est pas montré incapable de ramasser les ordures. On a sevré Isaac de paiement. La mairie de ville dit la même chose, ne pas percevoir ses paiements. Alors, on a besoin... Isaac a fait plus d'un an sans contrat. Alors, on a besoin, pour régler ces petites questions-là, d'organiser des états généraux. Non, on n'est pas sérieux. Mais comme on est en période préélectorale, et ensuite le RDPC fait feu de tout bois, le RDPC ne peut pas nous donner la CRTV pour laquelle nous payons. Pour avoir la CRTV, on a fini par s'entendre avec Canal+. Nous payons là-bas pour avoir notre CRTV. Maintenant, le député nous annonce intelligemment que cette affaire-là, c'est une réponse ponctuelle. Mais il dit que oui. Non, il a réagi. Il a ajouté quelque chose au propos du professeur. Qui a dit conjoncturel et ponctuel. C'est quelqu'un qui parle très bien. Il vous a dit conjoncturel et ponctuel. Il est comme son père Biya. Donc attendez-vous par la suite, vous devrez bien gérer cette situation. Chez les gens, Jacques, c'est 1500. Dans mon quartier, c'est 2500. Les Camerounais, moi je leur dis, donc, au lieu de contourner, trouvez des solutions à ce genre de problème. Parce qu'on a un État qui ne s'occupe pas de ce genre de choses. Mais c'est une niche quand même d'investissement. Bien on peut se spécialiser dans la précollecte. Bien sûr, dans d'autres pays, ça se fait. Oui. En fait, l'État du Cameroun ne sait pas se détacher intelligemment de certaines poches. Il faut qu'il le fasse.
il a d'autres choses à faire, même s'il ne fait pas les autres choses qu'il devrait faire. Il faut qu'on se prépare. Il y a plein de quartiers. J'étais avec un cadre de Kamwata dernièrement dans mon quartier et je lui montrais là où Kamwata s'arrête. Vous savez que Kamwata, les gens ne le savent pas, ne dessert pas 1 seul million de Camerounais. Hein. Kamwata, vous voyez tout ce qu'on a comme potentiel au Cameroun. Mais plein de quartiers ne connaissent pas un tuyau. Mais on a trouvé des solutions. Là. Après, à partir de Nkwaban, là, vous n'avez pas Kamwata. Les forages. Voilà, donc on a trouvé. Et bien, lui dort tranquille. Et il est candidat à une autre élection. C'est-à-dire, il ne peut pas nous donner l'eau au Cameroun. Paul Biya ne peut pas nous donner l'eau. On est d'accord? L'électricité la donne par intermittence. Il dort, les gens s'organisent. Peut-être qu'ils vont aller graduellement. On satisfait la ville et la campagne ensuite. 43 ans. Vous faites cette graduation comment? Alors, est-ce qu'il faut finalement, Elibi Lobé, une sorte de plan Marshall pour régler la question des ordures dans notre pays? Non. Tout ce que j'entends, les gens imaginent des choses et tout ça, c'est des fuites en avant que des incompétents et surtout des gens qui ne veulent pas dire la vérité évoquent. Voici la loi 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale. Dans son titre 4 des taxes communales, chapitre 1 de la taxe de développement local, article 57, il est institué au profit des communes une taxe communale appelée taxe de développement local, alinéa 2. Cette taxe est perçue en contrepartie des services de base et des prestations rendues aux populations, notamment l'éclairage public, l'assainissement, l'enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement des ambulances, l'adduction d'eau, l'électricité. Le produit de la taxe de développement local est consacré en priorité au financement des infrastructures visées à l'alinéa ci-dessus. L'État a donc mis une contribution que les citoyens doivent donner. Oui. Permettez que je lise cette contribution. Allons-y rapidement. Article 58. Le taux maximal de la taxe de développement local qui sert à collecter les ordures. Les taux maximaux sont pour les employés du secteur public et privé. Salaire de base entre 62 000 et 75 000 francs, 3 000 francs par an. Qu'on demande à Jean-Jacques Zé. Non, si ce n'est pas ça son salaire. Non, je suppose qu'il est payé pour là-bas. Ok, prends un exemple. Il aura son tour. Oui, je suis déjà là, c'est 60 000 quelque chose là. Si le salaire est compris entre 62 000 et 75 000 francs, tu payes 3 000 francs par an. Donc 250 francs le mois. Vas-y au jour. C'est des miettes. C'est des miettes. Salaire compris entre 75 000 et 100 000 francs. Tu es déjà là-dedans? Non. Pas encore. 6 000 francs par an. Salaire compris entre 100 000 et 125 000, 9 000 francs par an. Entre 125 000, 1 franc et 150 000, 12 000 francs par an. 150 000 à 200 000, 15 000 francs par an. Ainsi de suite, on finit à salaire supérieur à 500 000, 30 000, honorable. Comme l'honorable. Voilà. Oui, oui. Voilà. 30 000 francs par an. Honorable. Que le secteur privé et le secteur public doivent collecter sur les salaires payés. Maintenant, ceux qui sont dans les activités économiques assujettis à l'impôt libératoire, si ton impôt est de 30 000 francs, tu payes 7 500 francs par an. Impôt sur entre 30 000 et 60 000, 9 000 francs par an. Entre 60 000 et 100 000, 15 000 francs par an. Entre 100 000 et 150 000, 22 500 francs par an. Entre 150 000 et 200 000, 30 000 francs par an. Entre 200 000 et 300 000, 45 000 francs par an. Supérieur à 500 000 francs, 90 000 francs par an. Au moment où cet argent est collecté,
ou je dirais supposés être collectés, on dit aux citoyens qui payent déjà ça, de payer eux-mêmes des agents qui vont ramasser. Alors, ou bien vous supprimez la taxe, et à ce moment, les citoyens se débrouillent à faire eux-mêmes. Mais si vous avez cette taxe, 2 fois finalement. Si vous avez cette taxe, vous ne pouvez plus encourager, demander, présenter des situations informelles comme étant le produit d'une ingéniosité. Non, c'est du dysfonctionnement. Le problème de Douala et de Yaoundé, c'est que, premièrement, vous avez des villes extensibles à l'infini. Parce qu'on a autorisé que tout le monde parte de partout pour venir à Yaoundé et à Douala. Vous ne pourrez jamais gérer la question des ordures ménagères, de la salubrité publique dans ce modèle-là. Parce que ce modèle, autant il crée des problèmes à Douala et à Yaoundé, autant il appauvrit la nation tout entière parce que les gens partent des zones de production pour venir traîner à Douala à ne rien faire. Développer des activités qui n'ont aucune valeur ajoutée tout en refusant de payer la taxe de développement local. Alors, il y a les 5 millions de précisions. Oui. Vous allez continuer précision sur quelqu'un dit que la loi que vous citez n'est plus en vigueur. Oui. Parce qu'il y a 7 décembre 2024. Oui. Bien que le contenu ne soit pas radicalement différent. Est-ce que la loi... Une deuxième précision. Oui. Attendez, je sais qu'il y a une nouvelle loi. Sur la fiscalité locale de 2024. Qu'on peine même à appliquer. Qu'on peine à appliquer. Jusqu'à tout récemment, le système informatique ne permettait pas de payer les impôts libératoires. Il faut une deuxième précision. Oui, la deuxième précision. Oui, précise avant que je ne continue. La deuxième précision, c'est que depuis 2009, justement, oui, la taxe sur le développement local n'a pas été recouvrée sur les personnes physiques. Oui. Parce que l'impôt sur le revenu des personnes physiques avait été suspendu depuis 2004. Oui. Donc, c'est dans le nouveau système, c'est-à-dire celui de la loi de 24, oui, de 2024, qu'on va donc mettre en œuvre. C'est pour cela que vous avez vu qu'avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi portant fiscalité locale, on a tenu à réactiver la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des particuliers. C'est la précision que je voulais apporter. Mais sinon, la taxe de développement local existe, mais elle n'a jamais été en réalité mise en œuvre pour la raison que je viens d'expliquer. Bon, tout le monde a donc compris la défaillance de celui qui a mis la taxe de développement local en place. Est-ce que c'est sa première défaillance? Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que ces précisions ont apporté. Si, elle apporte quelque chose. Non, attends, tu as déjà parlé. La taxe de développement local n'est pas indexée sur le revenu des personnes physiques et par arrière. Enfin, elle n'est pas indexée sur une autre taxe. Non, elle est indexée sur le salaire. Voilà, elle est indexée sur le salaire. Si tu ne donnes pas ton salaire, on ne peut pas la recourir. Donc les fonctionnaires, les 180 000 fonctionnaires ne déclarent pas leur salaire? Non, non, attendez, Limbi Lobé. On est tous égaux devant l'impôt. On ne peut pas prélever sur les fonctionnaires, alors que certains... Non, je ne dis pas de prélever seulement sur les fonctionnaires. On t'a dit, la taxe, la loi elle-même, non, attends, moi je suis d'accord avec toi. Non, tu n'es pas d'accord avec moi. Je donne un détail que je ne prends pas en compte. Tu donnes l'impression à ceux qui nous regardent que la taxe est effectivement collectée. Mais attendez, non, elle est même collectée. Moi, je l'ai payée plusieurs fois. Oh là là. Moi, je l'ai payée plusieurs fois. Dans mon entreprise, chaque année que j'ai payé l'impôt libératoire, j'ai payé la taxe de développement. Alors, il y a donc en 2009, il y a la nouvelle loi de 2024, ça change rien dans le fond. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le législateur fiscal ait changé la loi portant fiscalité locale en une nouvelle loi qu'il appelle autrement et qui sert toujours à la fiscalité locale, il n'a pas supprimé la taxe de développement local. L'autre changement de fond, c'est la modalité de perception. En 2009, c'est le receveur municipal auprès de la commune qui faisait le recouvrement. Et c'est parce que ça a été inefficace qu'en 2024, on a transféré ce recouvrement au service d'assiette de l'État. Donc, les services de fiscalité auprès des CDI, qui viennent donc d'être créés. Donc, nous disons à peu près la même chose. Est-ce que quand la nouvelle loi que vous évoquez n'avait pas encore été adoptée et promulguée, il n'y avait pas les ordures qu'on n'enlevait pas? C'était insignifiant. C'est pour ça que toi, tu es les ordures qu'il y avait à Douala étaient insignifiantes en 2023. Toi, tu étais conseiller municipal à Douala 5e. Oui, je suis parti en 2018. Tu sais que pour... En 2018. Laisse-moi finir. Oui. Pour collecter les ordures et ramasser les ordures à Douala dans les 14 grandes villes,
qui avait ce qu'on appelait les communautés urbaines, l'État donnait une subvention. Douala, c'était 7 milliards. Mais tu es là, tu n'es pas... Tu me prends mon temps de parole pour dire des choses qui ne nous avancent à rien. Non, donc, je suis en train de dire que il y a une taxe que les gens qui créent les ordures ménagères ne payent pas. Que l'État même n'arrive pas à recouvrer. Et il n'arrive pas à recouvrer pourquoi? Parce que le système économique est un système de désordre. Non, il est déclaratif, l'impôt est déclaratif. Je n'ai pas dit que donc si tu ne déclares pas... Je n'ai pas dit que l'impôt n'est pas déclaratif. Voilà. Mais tout le secteur informel qui produit les ordures ne paye rien. Si vous convenez vous-même que la grande partie de l'activité économique, qui est donc informelle, ne contribue pas, ça montre juste à quel point vous êtes dans un embarras de gouvernement. Cet échange nous permet de comprendre justement qu'il y a un gouvernement qui veut faire les choses, qui ne les fait pas jusqu'au fond, abandonne une situation pendante, passe à une autre loi qui elle-même n'est pas appliquée, entre-temps les ordures perdurent. J'ajoute pour finir que le problème n'est pas seulement celui de la capacité de l'État à recouvrer. Il est aussi celui de la capacité du citoyen. De la volonté. Du citoyen, la volonté du citoyen. Qu'est-ce qui se passe dans les villes de Douala et de Yaoundé? Vous avez deux villes dont la superficie n'est plus contrôlée aujourd'hui, qui s'étendent indéfiniment. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système où l'exode rural est définitivement admise. Alors l'un des schémas les plus visibles, les clichés les plus visibles, c'est par exemple entre Yaoundé et Kouaban. On ne sait plus où s'arrête Yaoundé, parce que Kouaban c'est déjà en Kolafamba. Douala a déjà traversé la Dibaba. Au moment où nous parlons, Douala est déjà dans l'arrondissement de Dibombari. De Dibombari, absolument. À Bomono, partout, c'est déjà Douala. Les gens vivent là-bas. Or, les gens qui vivent dans ces arrondissements-là, qui travaillent à Douala, qui passent l'essentiel de leur temps à Douala, mais vont faire les ordures à Dibombari, ne payent ni à Douala, ni à Dibombari. Parce que nous avons laissé un système qui est que tout le monde peut partir. Expliquez-moi, Jean-Jacques, pourquoi on transporte les bœufs? On les produit où? Au nord, non? Oui. Dans tout le grand nord, non? Pourquoi on ne les abat pas là-bas? Et transporter simplement la viande qu'on vient de manger à Yaoundé et à Douala. Les conditions de conservation. C'est-à-dire quoi? C'est conservé comment à Douala? On transporte les bœufs de là où on les produit, mais où on ne les transforme pas, pour les amener à Douala, pour que du moment où ils arrivent à Douala, au moment où on va les négociants vont les vendre pour être abattus, il faut les nourrir. On les nourrit comment? En les promenant dans la ville, où ils chient partout en route, dérangent les passagers. Parce que ce pays est incapable de dire que c'est dans la zone de production que l'abattage va se faire. Et créer les emplois là-bas au Grand Nord dans l'abattage. On vient abattre les bœufs à Douala. Pourquoi? Alors que dans le même temps, des cargaisons immenses de pattes de porc, d'oreilles de porc, de queues de porc viennent d'Europe où on ne les abat pas ici. D'accord. Et les gens les mangent. On comprend ce que vous voulez dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne comprends pas pourquoi on produit le bois à l'Est. Oui. Et c'est à Douala qu'on vient fabriquer les meubles. D'accord. On peut fabriquer les meubles là, à l'Est, et fixer les populations sur place, et désengorger Yaoundé et Douala, réduire la pression. On est d'accord, c'est pertinent. Permettez que les autres réagissent. Bonjour Jean-Jacques, ainsi qu'à tous les invités. L'honorable n'a pas raison. L'honorable n'a pas raison, dit le message. On déduit depuis des années dans les salaires la taxe sur le développement local. Ce monsieur ne comprend pas bien mon propos. Je dis que en ce qui concerne par exemple les salaires du secteur public, on ne prélève pas à la source la taxe de développement local. Pourquoi? Pour une simple raison. Ce qui se passe dans certaines communes n'est pas effectif dans toutes les communes. Moi j'étais receveur municipal, je sais de quoi je parle. J'ai été inspecteur au Trésor, j'ai contrôlé les communes. Quand j'étais à Douala 5e,
tu le Tu sais. as embêté Foni. Je ne recouvrais pas la taxe de développement Parce que tu n'obéissais local. pas à ces désordres. Pourquoi? Je t'ai toujours félicité. Pourquoi? C'est un témoignage du pleural. Parce que pour qu'on recouvre, il faut qu'on émette. Et celui qui émet n'émet que si ça convient au conseil municipal. Ça, c'est la première raison. C'est pour cela que la taxe, le recouvrement de la taxe de développement local était inefficace. Deuxième raison, c'est que les sommes étaient telles lorsqu'elles étaient recouvrées qu'on ne pouvait même pas satisfaire les prestations correspondantes. Parce qu'on met une taxe quand il y a un service public derrière. On a parlé éclairage ou ramassage des ordures. Or, il y a des communes qui étaient à 1500 par an, 5000 francs par an, c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas commencer. C'est cette inefficacité qui est constatée en 2024 et qui justifie qu'on transfère les modalités de définition, d'assiette, de liquidation et de recouvrement, non plus aux communes et aux collectivités, mais à l'État, c'est-à-dire au service des impôts. Parce que pendant la même période, les impôts ont recouvré bien plus dans les mêmes matières que les services des collectivités territoriales décentralisées. Donc, il y a certains qui sont allés dans cette direction, d'autres n'y sont pas allés. Maintenant, en ce qui concerne le secteur privé, il faut dire que le secteur privé était paralysé par le fait que l'État lui-même, qui a mis la loi, ne faisait pas les prélèvements directs. Donc, il y avait une sorte, j'allais dire, en 2004, on a mis une pause sur la déclaration des revenus des personnes physiques. Ce qui signifie que cette taxe n'était plus tout à fait obligatoire en ce qui concerne son émission et son recouvrement. Ça a été relancé donc. C'est pour cela qu'on a demandé 20 ans plus tard. Que tout le monde, du secteur privé, du secteur public, que tout le monde aille donc, même ceux qui subissent des prélèvements à la source, aillent d'abord déclarer leurs revenus pour que les recouvrements puissent se faire facilement. Donc voilà mon propos. Alors cette taxe est collectée chez les fonctionnaires depuis janvier 2025. Voilà. On apprend encore que janvier 2025 uniquement, alors qu'elle existe depuis 2009. Alors ce que Limbi Lobe dit là est pertinent. Les bœufs perturbent la circulation ici à Yaoundé. Il y a une taxe sur la transhumance. Ça n'a rien à voir. Moi je te parle des ordures. Est-ce que la collecte de cette taxe-là aurait changé quelque chose lorsqu'on vous écoute les uns et les autres, professeurs, en écoutant les uns et les autres? Est-ce qu'on a l'impression que la solution, c'est collecter effectivement cette taxe-là pour permettre à ce que les services attendus soient gérés? Bon, c'est peut-être un aspect des solutions, mais ce n'est pas le seul. Je crois que ce qui est le plus important, c'est la structuration de l'économie circulaire qui permet de prendre en charge la gestion des déchets avec plusieurs pans. Il y a des déchets qui sont des déchets alimentaires, dont il faut trouver les moyens de les valoriser tant que ces aliments-là ne sont pas décomposés. Il y a, au-delà de la question de la valorisation alimentaire, il y a la valorisation énergétique. Parce qu'avec les déchets, on peut fabriquer du biogaz, on peut faire de l'électricité. Il y a la valorisation biochimique, parce que les déchets, évidemment, sont un réservoir biochimique. Et dans ce réservoir biochimique, on peut prélever des molécules qui sont génératrices de valeur ajoutée, qui peuvent être utilisées pour l'industrie pharmaceutique, pour l'industrie cosmétique, pour l'industrie alimentaire. Il y a la valorisation environnementale. En réalité, c'est la structuration de l'économie circulaire au niveau local, qui est un aspect du développement décentralisé. Parce que le problème, et M. Limbi Lobe l'a un peu souligné, le problème c'est une expression de ce que dans d'autres débats un peu plus théoriques, on appelle le développement inégal. Les gens ne voient le développement inégal que par exemple entre pays, et entre continents. Or, le développement inégal existe aussi à l'intérieur d'un pays. Et tant qu'il y a un développement inégal, le pays ne peut pas se développer. Ça veut dire que si on veut que le pays se développe, il faut créer des sources de valeur ajoutée dans tout le pays. Ça permet déjà de fixer la population, d'éviter donc que les gens se déplacent trop, parce que quand les gens se déplacent trop, évidemment, ça va créer des problèmes anthropologiques et sociologiques, des problèmes de coexistence entre groupes, parce que les gens n'ont pas les mêmes habitudes, ils n'ont pas les mêmes langues, ils n'ont pas. Donc, c'est fixer le développement sur place. Et le problème de l'étirement et de l'étalement des villes est un problème
qui est particulièrement préoccupant. Parce qu'au-delà de l'étirement de Douala et de Yaoundé, il y a quelque chose de pire qui est en train d'émerger. C'est une espèce d'hyper-ville entre Douala et Yaoundé, qui va créer de terribles problèmes de sécurité au Cameroun. Parce que Douala et Yaoundé ne font que se rapprocher. Avec des villes dortoirs au milieu. Avec les villes dortoirs et également aussi la criminalité. Voilà. Parce qu'un certain nombre de réseaux criminels qui opèrent à Douala et Yaoundé, en fait, se réfugient dans les villes autour. Et ça pose de sérieux problèmes. Par exemple, EDEA a déjà ce problème-là, parce que beaucoup de gens qui font du banditisme à Douala se replient sur EDEA pour échapper à l'action des forces de sécurité. Donc, c'est fixé, ça c'est le problème typique donc, de la fixation de la richesse sur place. Et pour la fixer sur place, il faut donc développer des réseaux au niveau local. C'est ça la décentralisation. Et cette décentralisation-là, il faut la pratiquer autrement que seulement avec des textes et avec des discours. J'étais allé voir le maire de Douala 4e, quand je suis au Cameroun, j'habite à Bonabéry. Et un des problèmes qui est sous-jacent ici, en ce qui concerne, on peut avoir des bonnes taxes, et la décision qui a été prise récemment de faire collecter les taxes par l'État central, encore une fois, avant de les envoyer aux collectivités locales, est, à mon sens, une erreur, un recul, encore une fois. C'est-à-dire que nous avons un État central qui a des tendances véritablement totalitaires, refuse toute idée de décentralisation, alors qu'il s'avère incapable de gérer un certain nombre de problèmes et ils doivent lâcher du lest. Nous ne pouvons pas continuer à croire que c'est la direction des impôts qui va collecter et qui distribue, parce que les maires se plaignent tous les jours de ne pas recevoir même le peu de fonds auxquels ils ont droit. Et pour la petite histoire, j'allais voir le maire parce que ils sont venus sur mon chantier à Bonabéry dire que je devais payer une taxe de l'occupation de la voie publique. Et ils avaient fait des calculs extrêmement compliqués et je devais verser 3 millions de francs. Alors je suis allé le voir et il a rigolé, il a dit que M. Tchamini, versez ce que vous pouvez. Là où on est dans des difficultés énormes depuis peut-être 6 ou 7 mois. L'État ne nous a pas reversé, enfin tous les trimestres ils doivent nous reverser quelque chose, je crois que ça fait 2 trimestres qu'ils n'ont pas reversé, des choses comme ça. Donc nous avons donc des problèmes de fond et un de ces problèmes-là, c'est celui de l'État central qui ne veut pas, qui n'a pas l'intention de véritablement décentraliser. C'est ce que témoigne par exemple le communiqué rendu par 2 ministres, c'était le 3 mars 2025, le ministre des Finances et le ministre du développement, de la décentralisation et du développement local, qui rappelait à tous les contribuables que conformément à l'article C4 de la loi du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale, les services fiscaux de l'État administrent désormais l'ensemble des impôts, taxes et redevances dévolus aux collectivités territoriales décentralisées. Jean-Jacques, oui, il faut préciser que le retour aux services fiscaux, c'est les maires qui demandent. C'est les maires. Ce sont les maires qui demandent parce que les services de l'État sont plus efficaces que les services communaux. Ce sont les maires qui demandent. La modification qui est intervenue... Ah, les maires nous écoutent. Hein, non, bien sûr, il y a une association de maires, même le président de l'association des maires de Yaoundé 7. Ce sont les maires qui demandent que l'État recouvre et améliore le fonctionnement du compte unique au trésor. C'est pour cela que désormais, donc depuis le 1er janvier 2025, chaque commune a un sous-compte à la banque centrale où est logé le compte unique de l'État pour recevoir directement les ressources qui sont destinées à sa collectivité. Si un maire ne l'a pas encore fait, qu'il le fasse rapidement parce que, justement, les textes d'application sur la nouvelle loi sont en train de se mettre en place en termes de modalités de liquidation de ces impôts, de recouvrement et de redistribution. Donc, ce n'est pas pour retenir au trésor. Chacun voit ce qui se met en place. Alors, en relevant cette incongruité, c'était pour démontrer quoi dans le système de ramassage des ordures, Ilmi Lobé? C'était pour démontrer que le problème n'est pas simplement un problème de la disponibilité des ressources.
il y a d'autres problèmes connexes. Cette fausse disposition de la Constitution que les gens interprètent comme la liberté de pratiquer l'exode rural. Tant qu'on aura la liberté de quitter sa région de rattachement, là où il y a un potentiel économique que parfois on ne connaît pas, que parfois on ne sait pas transformer, exploiter, mettre en œuvre, créer de la valeur ajoutée sur place, on va se déplacer sous l'effet du mirage de la ville. Et quand on va aller à Douala et à Yaoundé, c'est pour ne pas être contribuable. Mais c'est pour créer quand même des ordures. C'est pour créer des désordres de toutes sortes. L'État voit ça se faire, il laisse faire. Mais je reviens sur ce que je viens d'entendre. On dit que ce sont les maires qui demandent que la décentralisation soit poignardée. Non, elle n'est pas poignardée. Non, mais tu ne peux pas tout le temps couper tout le monde, honorable. C'est la subsidiarité. Non, ce n'est pas la subsidiarité. Non, non, ouais, non. Non. Les impôts locaux ont été justement conçus pour permettre aux collectivités territoriales de recouvrer elles-mêmes leur argent et de l'utiliser. Des maires incompétents. J'ai été conseiller municipal, j'ai vu les maires incompétents. Ils sont les plus nombreux. Ils sont même davantage incompétents. Que je vous montre les toilettes. Puisqu'ils sont les maires. Je vous montre les toilettes du jardin d'enfants de Douala Premier au commissariat de Daïdo. Il y a un jardin d'enfants là. Que je vous montre l'état des toilettes de ce jardin d'enfants là. Bon, ce maire-là de Douala Premier qui est incapable de faire entretenir les jardins, les toilettes, où les plus petits vont, les maîtresses doivent aller. Il va aussi demander demain à l'État que oui, comme on n'arrive pas à le faire, il faut que l'État reprenne ça. Nous nous sommes battus pour la décentralisation parce que vous ne pouvez pas vivre à Yagua et vous venez demander votre argent à Yaoundé. Et on nous dit que les maires ont voulu ça de nouveau. Tout simplement parce que ils sont incompétents. C'est faux. Jean-Jacques. Il y a 374 communes. Vous mettez pause. Tu parles de Douala. Tu connais en dehors des 14 villes qui ont été des communautés urbaines, combien de villes peux-tu citer qui peuvent liquider la taxe de développement local? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Monsieur Jean-Jacques, on a parlé tout à l'heure. Tu as posé la question de l'échange illégal. Vous savez, tu vois souvent comment tu es en train de fonctionner. Jean-Jacques, oui, Jean-Jacques, qu'on définit par des outils. Je vous parle des communes qui ont des tailles différentes. Il y a des communes de 5 000, 10 000 habitants. Il y a des communes qui n'ont même pas un seul établissement privé de commerce. Il y a des communes qui ne sont essentiellement et à 100% que rurales. C'est pour cela que pour que certaines ressources, on est obligé de passer par la péréquation des centimes additionnels communaux. C'est-à-dire on prend dans les bassins plus riches comme Douala pour la main. Et quand ça arrive, on est en train de dire là, laisse-moi aussi te couper pour la première fois. Qu'est-ce que ça apporte au débat? Laisse-moi réagir. Comme si tout de laisse-moi réagir. Laisse-moi réagir. La commune de Mombo n'a pas de problème d'enlèvement d'ordures. Est-ce qu'il y a même des ordures là-bas? Peut-être pour le moment. Non, justement. Peut-être pour le moment. Parce que comme c'est une commune rurale, les gens ont leurs ordures ménagères derrière la maison. Derrière la maison? Elle ne peut donc pas mettre la taxe de développement local. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordures. Pourquoi? Est-ce que l'aujourd'hui dont on parle, c'est la taxe de développement? Et son Bengoro va se comprendre. Cette taxe ne vise pas que le ramassage des ordures. Il faut bien qu'on se comprenne. Je reviens sur l'essentiel. L'éclairage, il y a l'assiette est étroite même en Mombo pour l'eau et pour le reste. L'assiette est très étroite. C'est l'étroiteur de l'assiette
que tu ne veux pas révéler. Alors, ce que vous êtes en train de dire, que sans, dis qu'il y en sans a- la péréquation, Oui. certaines communes seraient totalement exemptes. Elles pourraient même pas... Oui, réaction. Est-ce que réaction, nous sommes en s'il train vous de plaît. critiquer le principe de la péréquation? On va y arriver. On va y Non, arriver. deuxièmement, Est-ce que forcément... dans La péréquation est une modalité de justice. Oh, on est d'accord, on n'est pas, ce n'est pas la péréquation. Voilà. Est-ce que les centimes additionnels que vous prélevez au titre de la péréquation, vous les distribuez à temps? Combien de mères souffrent des années durant sans recevoir leur Justement CAC? parce que les ressources propres sont faibles. Mais les ressources propres, alors vous savez comment vous vous emballez les pieds là? On va se Vous nous comprendre. dites la S'il te plaît, péréquation, on va se on peut comprendre. faire à Yaoundé pour D'accord, redistribuer. d'accord. C'est pour ça qu'il faut changer la décentralisation. Parce que Yaoundé est plus efficace. On vous a écouté. Or, On vous a écouté. Ce que je vais ajouter Oui. pour laisser la parole au suivant, D'accord. c'est que ce que Bengono dit est complètement faux. Nous avons des maires qui devaient organiser leur service de collecte des impôts locaux sous la supervision d'un fonctionnaire qu'ils ne n'ont pas, qui est le receveur municipal. C'est lui qui organise la perception. Non, lui, Maintenant que le receveur municipal utilise la main-d'œuvre locale de la commune, les fonctionnaires locaux de la commune pour faire ce travail, il s'est trouvé que l'inefficacité apparaît dans ce que les gens qu'on envoie pour retrouver les activités économiques, émettre et venir percevoir, etc., etc. C'est là que la commune perd son argent, notamment dans une taxe qui est très connue, qu'on appelle la taxe d'occupation temporaire de la voie publique. Quels sont ceux qui ont sous-traité l'OTVP? Ce sont les maires qui sous-traitaient l'OTVP à des particuliers en violation de l'article 87. tu ne parles que de droit là. Mais je parle de droit, je parle de tout. Il y a que l'OTVP partout. Troisième chose, et pour terminer, qui a créé 360 communes? Avant de vous n'êtes pas obligé de créer 360 communes. Vous n'êtes pas obligé de créer 360 communes si vous savez qu'il y a une commune de 200 habitants qui n'aura pas de ressources. Avant de les approuver, il faut liquider, il faut les mettre. Merci. D'abord, le professeur et puis Nje Kamchameni. Oui, les communes, évidemment, n'ont pas la même structure, n'ont pas la même taille, n'ont pas la même capacité. C'est pourquoi il faut concevoir aussi des instruments qui tiennent compte de cela, et notamment développer des formes d'intercommunalité qui permettent aux communes qui ne sont pas suffisamment développées de pouvoir agir ensemble, mais en jouant effectivement sur l'effet de proximité géographique. En fait, ce que M. Limbi et M. Bengono disent n'est pas nécessairement contradictoire. La limite, c'est que chacun voit le problème d'un bout différent, mais en fait, c'est le même problème. C'est le problème du déséquilibre du développement. Maintenant, ce déséquilibre du développement appelle des solutions correctives comme celles qui ont été proposées par M. Somba Bengono. Comme le développement est déséquilibré, il faut utiliser des mécanismes de redistribution. C'est ça la Par contre, péréquation. M. Elimbi met l'accent sur quelque chose qui est important, c'est d'aller vers un fonctionnement qui insiste de plus en plus sur l'autonomie. Oui, mais à condition, et c'est l'un des problèmes qui se trouve donc dans la structuration communale, que les communes se dotent donc d'un personnel qualifié et qu'elles soient aussi en mesure de le rétribuer. Et c'est là où l'une des grandes difficultés. J'ajoute à la suite, le Code général des collectivités territoriales prévoit pour la question de la compétence du personnel. Les municipalités peuvent demander à l'État qui a des fonctionnaires qui n'utilisent pas. Voilà, d'accord. Merci Donc vous n'avez pas réglé le problème. L'État du Cameroun est maintenant en sur cette question, moi je connais les fonctionnaires qui sont assis dans les bureaux, ils viennent à 10 heures. Le prof a dit essentiellement ce que je voulais dire. Donc, qu'en gros, effectivement, il y a d'un côté la question de la péréquation qui règle cette situation de déséquilibre qui existe entre les mairies, mais elle ne devrait pas être une excuse pour ne pas permettre aux mairies d'apprendre. Parce que je rappelle que la bataille pour la décentralisation a été gagnée à la tripartite en 1991. Il a fallu attendre
5 5 ans ans. pour que l'État passe la loi et attendre, je ne sais pas combien d'années. Jusqu'à avant. 2000 passés pour qu'on commence Voilà. même à appliquer. Donc il y a une mauvaise volonté manifeste au niveau de l'État central, ce qui concerne ces questions. Et chaque fois, à la première excuse, il retire ce qu'il a concédé. Exactement. Donc je crois que Non, il nous se devons... substitue. Mais il ne doit pas se substituer. Simplement. Donc, Begono, tu veux nous dire ici Alors, que si tu es maire, Radio Captain attends, tu d'aller veux sur nous dire vous. que si tu es maire d'une commune au Cameroun, tu seras... Laquelle d'abord? Oui, Une commune. c'est de ton village même. Ton village c'est où? Mon village n'a même pas d'assiette Oui. pour émettre les Oui. taxes. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Alors vous avez pris la Attends, tu sais parole. pourquoi? Élimine Parce Robert. que vous avez Élimine créé Robert. un Il y a système quelqu'un qui est en où train de parler. les agriculteurs ne sont pas des contributeurs. D'accord, on a Tous compris, ceux on a qui compris. cultivent à Boumiébel, qui cultivent les bananes, et Dieu sait que la zone produit, ils ne payent aucun. D'accord, on a Parce compris qu'ils cela. ne déclarent pas. Je comprends. C'est bien qu'on a demandé que l'État déclare. Est-ce Et toi, tu es contre Est-ce la qu'on peut avancer déclaration? s'il Non, vous je ne suis plaît? pas S'il contre vous la plaît, vous faites pas une déclaration. Il y a émission des mécanismes de Élimine contrôle. Robert, Élimine Robert, s'il vous Est-ce que vous les plaît. acceptez? Élimine Robert, s'il vous plaît. Permettez aux autres de réagir également. C'est Dieu Kamchamini qui avait la Moi, parole. je terminais simplement en disant que le fait que les mairies soient inexpérimentées n'est pas une excuse pour faire le recul par rapport à la décentralisation. apprendre. Nous devons leur permettre, déjà, évoluer. d'utiliser les mécanismes qui sont à la disposition de l'État central, envoyer des gens compétents, mais également les laisser faire leurs erreurs et grandir. On n'a pas le choix. On doit aller vers la décentralisation, aller vers elle parce que l'État central, il a échoué. D'accord. Alors, la péréquation sur les recettes fiscales se fait avec la Campost, vous le savez. Et les comptes des communes sont immédiatement approvisionnés sans avoir à passer par le compte unique du Trésor. La Campost est le nouvel intervenant qui a... Il faut que les gens le sachent. Oui, parce que le mécanisme qui est prévu par la loi, associé par la Campost, c'est encore les mairies. Je dis ce que et je maintiens. Et là, le téléspectateur qui est issu de près les affaires décentralisées, il ajoute qu'une étude menée par la Direction générale des impôts a indiqué que 72% des acteurs sondés ont estimé que les services de l'État seraient plus efficaces en matière de collecte. C'est eux qui ont demandé. L'État ne s'impliquait plus dans ces choses. Ouais. Et je vous dis, c'est d'une inefficacité affligeante. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui n'arrivent pas à décoller parce qu'ils n'arrivent même pas à capter les autres ressources que l'État met à leur disposition dans divers guichets, parce qu'ils n'ont même pas le minimum pour fonctionner. Limbi, toi tu parles de Douala, moi je parlais des communes au Cameroun. Et je vous dis que éliminer dans les principes, l'idéal relève les difficultés. Moi je relève deux principes que l'État a utilisés pour rentrer dans les modalités en termes d'efficacité. Le premier principe, c'est la substitution, c'est-à-dire que lorsqu'une compétence est transférée, et qu'on voit que l'État l'exerce mieux que la commune, l'État se substitue pendant une période pour qu'effectivement ce qui est en train de se mettre en place puisse produire des résultats. Et c'est dans ce sens que la Direction générale des impôts va lancer à partir de cette année la mise en place du système informatique qui permet aux services de l'État d'être efficaces. Le deuxième principe, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, c'est que la plus petite entité près des populations exerce la compétence. Jusqu'ici, c'est la commune. Sauf que l'autre volet de la subsidiarité, c'est le résultat. Mais la plus petite entité auprès des populations, pour donner l'eau, pour donner les routes, pour donner ce dont on parle, ce n'est plus la commune parce qu'elle n'a même pas le service minimum qui lui permet d'aller vers ces difficultés. D'accord, le procès est donc fait à qui? Finalement, il faut pas bien. Si on arrive à cette situation, tu prends ça comme un procès. Non, je pose juste une question. Je dis ceci. Finalement, à qui la faute si on se rend compte que après la mise en place de la décentralisation, moi je ne cherche pas la faute. La faute ne nous avance pas. Je cherche celui qui peut satisfaire au mieux les besoins des populations. Pour le moment, je vous dis que les services d'assiette de l'État sont plus efficaces dans ce domaine. Dernière réaction, parce qu'on va sortir de ce sujet de mise en bouche, finalement très appétissant. Le RDPC a les atavismes du parti unique et plus encore de l'État hyper centralisé. Mais on est au niveau des communes. Pendant qu'on y est, parlons des régions. Pourquoi la péréquation ne se gérerait même pas déjà au niveau régional? L'État qui aurait tous ces moyens-là, on ne voit pas son efficacité non plus. Cet État-là pourrait, s'il avait la volonté, commencer à lâcher ses compétences. Il ne les lâche pas suffisamment.
Il n'y a pas que cette assiette-là dont les communes pourraient bénéficier. On a lâché ça. Voilà, on a lâché ça. C'est-à-dire, quand ils veulent, ils lâchent un tout petit. Il y a plein d'autres. La loi de 2009 a tout donné aux communes. On est d'accord. La loi leur a tout donné, l'effectivité. Mais elle est tombée en désuétude parce que les résultats n'étaient pas là. Mais, les et quand l'honorable Bongono le dit, la loi a donné tout aux communes et elle est tombée en désuétude parce que les communes n'ont pas pu. Ces communes-là sont gérées par les mêmes, non? Moi, je suis convaincu que si on n'avait pas désigné des maires incompétents, si les Bongono étaient des maires, il y a plein de maires incompétents. Tu peux recouvrir la case de développement local dans ton village? Oui. Est-ce que tu peux même la recouvrir? Non. Est-ce que les maires RDPC peuvent même la recouvrir à Yaoundé? C'est-à-dire, laisse mon village. Parce que tu vas te cacher dans mon village. Ces maires incompétents, même à Yaoundé. Il n'y a pas que Yaoundé doit là. Non, mais je dis, ça se vous faites exprès de ne pas me comprendre. Même à Yaoundé et à Douala, vos maires n'arrivent pas à recouvrir. Ils recouvrent. Non, ils n'arrivent pas. Ils recouvrent d'autres taxes, pas la taxe de développement local. Parlons de celle-là. Jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi. Permettez-vous, l'émission, c'est pas vous deux. Jusqu'à présent, vous n'avez pas permis aux régions de comprendre et de prendre en charge leur fonctionnement. Jean-Jacques, vous voyez comment les régions sont ignorées dans ce système. Bien sûr. Totalement ignorées. Les régions sont dans la plateforme. Permettez qu'il achève. Il ne faut pas dire ça. Permettez qu'il réagir après. Vous pouvez réagir après, mais permettez qu'il aille jusqu'au bout. Si vous dites à un Camerounais maintenant, quelle est la place d'un président de région par rapport à un gouverneur, il vous dira quoi? Si vous dites à un Camerounais. Non, c'est aussi ça. Vous les avez absorbés. S'il n'y a pas de compétences au niveau communal, n'y a-t-il pas de compétences au niveau régional qu'on puisse déjà montrer la volonté de décentraliser? Il n'y a aucune volonté de décentralisation au Cameroun. Il n'y a pas. On se presse sur place. C'est pour ça, ça leur plaît de dire que l'État peut organiser cela. Mais lorsque l'État a organisé, est-ce qu'il est certain que la répartition est faite? Si elle est faite, où en sont les impacts? Pour dire que le discours que nous entendons ici est typique d'un fonctionnaire qui, a priori, n'a jamais voulu la décentralisation. Mais personne dans le RDPC ne veut la Deuxièmement, ce discours est celui d'un RDPCiste chargé de disculper parce que ce n'est pas une question de taxe seulement. Quand il y a construction d'une école, l'opérateur qui est sur le terrain, c'est qui? C'est le maire. C'est lui qui doit recevoir le carton. Il reçoit ça combien de temps après? Les maires sont en train de m'écouter. 3. Si vous avez vous-même conscience que certaines communes ne sont pas économiquement viables, quel est le rôle de la décentralisation? Quand vous lisez le texte, la loi portant Code général des collectivités territoriales, la commune est chargée de créer les activités économiques, de les susciter pour avoir des contribuables. Si vous êtes dans des localités et que vous n'êtes pas capable d'organiser vos paysans pour produire plus de manioc, pour transformer le manioc sur place, pour produire plus de bananes, pour les transporter de manière organisée, les vendre à Yaoundé, recouvrer votre argent par le système. Mais justement, vos maires ne sont pas capables. Si les gens merci. non, ne m'ajoute bien sûr éclairé. Sur les 360 maires du Cameroun, 309 sont RDPC. D'accord. Oui, je t'ajoute c'est eux qui rédigent RDPC. Moi, je dis mais nous sommes dans la gouvernance. Je dis donc à ce que pour ajouter même plus, non seulement on a tout donné, toi tu peux critiquer maintenant le RDPC. Il y a un texte qui fixe justement pour constituer des entités économiques et une assiette économique. Il y a une instruction du ministère en charge des marchés publics, ministère délégué à la présidence de la République, qui fixe des seuils de marché pour lesquels vous ne pouvez pas aller chercher un opérateur économique en dehors de la circonscription de la collectivité. D'accord, c'est bon à savoir. Donc il ne faut pas dire que est-ce organisé ces paysans de mise en bouche en tant que comité de suivi du budget d'investissement public, je me porte en faux avec
tes déclarations Comme sur... quoi? J'espère que sur Les cartons viennent. on a fini. Ah, ça. On va finir, on prend une respiration et puis on enchaîne avec le thème central. La mise en bouche a plutôt été assez appétissante au point où... Il ne parle pas au prochain Il point. parle pas au prochain. Non, il parle pas. On fait une respiration.